Bonjour, Aujourd'hui nous sommes deux et l'on va essayer de vous faire découvrir la vie sous un nouvel angle. bienvenue dans ce monde où la vie existe aussi sur ordinateur. Sur l'un des bureaux de votre nouveau laboratoire, votre attention est attirée par un léger scintillement. Intrigué, vous vous approchez pour mieux voir. Le scintillement vient du mouvement d'un petit quelque chose qui bouge sous une plaque en verre. Vous vous approchez plus encore. En regardant attentivement, vous remarquez que non seulement cette chose bouge, mais qu'elle grandit. Après un certain temps, la voilà qui se divise. Vous ne voyez alors non plus un, mais deux éléments en tout point similaires au premier qui bougent tout doucement. Il vous est toujours bien impossible de définir ce que sont ces choses. Petites bulles de savon, aplaties sur les bords, qui grossissent lentement mais qui, au moment d'exploser comme l'aurait fait n'importe quelle bulle devenue trop grosse, se séparent en deux. Étrange. Derrière la vitre, ces deux nouvelles choses continuent de grandir et de se déplacer. Et après un certain temps, tout comme vous l'aviez observé quelques secondes plus tôt, vos nouvelles entités se divisent à leur tour. En regardant bien, vous pouvez toujours les compter. Il y a désormais 4 de vos nouveaux amis qui remuent derrière la plaque en verre. Leurs propriétés sont les mêmes que la chose de départ. Léger mouvement, croissance, puis division. Et cela continue. Sous vos yeux, ils se multiplient. Parfois, certains semblent cesser leur division et se contentent de bouger doucement. Parmi ces derniers, certains arrêtent tout mouvement et disparaissent, lentement. Les compter paraît alors désormais difficile, mais cet ensemble grouillant vous semble plus familier, et vous reviennent en mémoire des images de cellules qui se développent, d'embryons, de mitoses, de méioses, d'ADN, d'autres croissances de bactéries que vous aviez vues à l'école. Mais qu'est-ce précisément? Un élément vous paraît évident. Ce que vous voyez est vivant. Se pourrait-il que cette vitre soit le couvercle d'une boîte de pétri? Cette petite boîte en verre dans laquelle les scientifiques cultivent bactéries, mousses et champignons pour mieux les étudier? Eh bien pas du tout. Ce que vous voyez là, c'est l'écran d'une tablette tactile sur laquelle s'exécute une très simple simulation informatique. Une simulation informatique, c'est un programme informatique, tout comme votre traitement de texte favori, un jeu vidéo ou le navigateur web que vous utilisez pour surfer de vidéos en podcast scientifique. À la seule différence que la simulation n'a pas été programmée pour vous servir à quelque chose. Elle a été créée pour imiter un phénomène dans le but de l'étudier. Rien de biologique n'interdit, si ce n'est l'humain ayant programmé la simulation. Mais alors pourquoi étiez-vous persuadé que ces choses étaient vivantes? Et si elles ne le sont pas, qu'est-ce qui les différencie des mousses, des bactéries et des autres trucs que vous pensiez observer? Cette question très simple soulève des problèmes fondamentaux, des problèmes que les biologistes essayent de résoudre depuis toujours. Par exemple, quelles propriétés font de la bactérie Escherichia coli un être vivant et un caillou sans vie? Pourquoi on considère différemment la machine qui va produire votre café du matin et la vache qui va produire le lait que vous allez mettre dans ce même café? En gros, quelles sont les différences entre le vivant et le non-vivant? Toutes ces questions se résument en une seule. Qu'est-ce que la vie? Pour y répondre, vous imaginez déjà des hordes de biologistes, pipette dans la main droite, origine des espèces dans la main gauche, rétine collée au microscope, analysant l'ADN, les cellules, les cycles de reproduction et les comportements des êtres vivants. Autrement dit, Scrutant rigoureusement et sans relâche la constitution, la conformation et les habitudes de chaque être vivant. bref, pour comprendre qu'est-ce que la vie, vous pensez à juste titre qu'il n'y a personne de plus qualifié qu'un biologiste qui étudie ce qui vit. Mais si ces biologistes existent bel et bien, et s'ils passent effectivement la plupart de leur temps à étudier les êtres vivants pour comprendre ce qui les rend si particuliers, ces questions ont aussi donné naissance à d'autres types d'expériences. Bien loin des traditionnels laboratoires de biologie, ces nouvelles approches s'appuient avant tout sur le processeur de votre ordinateur. Elles ont ouvert de nouveaux champs de recherche et ont permis de développer les simulations du type de celles qu'on observait avec tant d'attention quelques instants auparavant. Revenons d'ailleurs à cette simulation. Normalement, elle vous a paru vivante, et ce n'est pas sans raison. Les petites choses mouvantes qui la constituaient présentaient bien un certain nombre de propriétés particulières. Elles pouvaient se déplacer, grandir, se reproduire, mourir et disparaître. Et surtout, elles ont pu le faire sans aucune intervention extérieure tout au long de votre observation. Et d'ailleurs, la simulation aurait sûrement pu continuer indéfiniment à condition que la tablette reste allumée. Et d'autres petites entités mouvantes se seraient divisées, auraient grandi et rempli l'écran sans que personne n'intervienne. Un peu comme les fleurs vont repousser de leurs propres graines, alors qu'il va falloir toute une armée d'ouvriers, d'ingénieurs et d'architectes pour reconstruire une maison. C'est ce genre de caractéristiques que vous aviez observées et qui vous ont peut-être induit en erreur. Mais ces caractéristiques sont-elles suffisantes pour définir tout ce qui est vivant? La vie n'est-elle que ça? On va pas vous mentir, mais non. Définir ce qu'est la vie, c'est vraiment pas facile. Alors reprenons une à une les propriétés que nous venons juste d'évoquer. Bouger. Des choses qui bougent, il y en a plein. Les nuages se déplacent, l'eau coule. Mais est-ce que ces choses sont vivantes pour autant? Non. Grandir et mourir. Alors là, c'est peut-être un petit peu moins évident. Mais si on prend les étoiles par exemple, elles vont gagner en masse, elles vont grandir, elles vont finir par s'éteindre. Mourir en quelque sorte. Se reproduire. Là encore, ce n'est pas si simple. Mais prenons un rayon de lumière par exemple. Lorsqu'il va rencontrer un miroir, il se divise en conservant ses caractéristiques, sa longueur d'onde et sa fréquence. On peut dire qu'il se reproduit en quelque sorte. Vous viendrait-il à l'esprit de le qualifier de vivant?
Probablement non. Mais si séparément ces propriétés ne suffisent pas, prises ensemble, elles désignent quelque chose de singulier. Seul un être vivant les combine toutes. Évidemment, il y aurait bien d'autres manières de définir la vie. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que peu importe la définition que vous allez choisir, celle que nous venons de donner ou une autre, les simulations vont nous permettre de l'étudier. Et comme tous les éléments de la simulation sont connus, il va devenir possible de savoir quels mécanismes et quels processus sont les plus importants. Avec les simulations, on peut faire des raisonnements de type si une entité, quelle qu'elle soit, possède les caractéristiques X, Y et Z, est-elle vivante? Et si nous supprimons la caractéristique Z ou rajoutons la caractéristique W, cela change-t-il quelque chose? Et la simulation que nous avons évoquée en début de vidéo est une très bonne illustration de ce genre de raisonnement. Cette simulation, c'est une version améliorée de ce qu'on appelle généralement la boucle de Langton, qui est un petit objet mathématique, une idée logique que l'on peut exprimer sous la forme d'un algorithme, et donc exécuter sur un ordinateur. Elle va utiliser comme principe de base un automate cellulaire. Cet automate cellulaire est l'équivalent des lois de la physique, le monde dans lequel vit notre boucle. Et dans ce monde, il n'existe que des règles très simples qui régissent les comportements d'un petit nombre de particules élémentaires, des cases ou cellules qui composent l'automate cellulaire, et donc le monde. Ces cases sont les équivalents simplifiés des atomes qui composent les éléments de notre monde à nous. Les différents types de cases sont représentés par des couleurs, et les règles qui vont les régir sont du genre si deux cases rouges se rencontrent, alors une case jaune apparaît. Tout comme certaines règles de notre monde vont décrire ce qui se passe lorsque deux atomes différents se rencontrent. L'idée générale, derrière la boucle de Langton, est de démontrer qu'un très petit nombre de molécules, avec des propriétés différentes, interagissant entre elles dans un monde composé de règles simples, peuvent former une entité cohérente. Cette entité va se développer, se reproduire et manifester toutes les propriétés qu'on a décrites précédemment comme caractéristiques du vivant. En s'appuyant sur ce type de simulation, les chercheurs vont pouvoir explorer des questions telles que quelles sont les conditions minimales nécessaires pour obtenir quelque chose capable de se reproduire indéfiniment? Que faut-il ajouter pour que cette chose soit capable de croître et de mourir? Il est intéressant de noter que dans cette expérience précise de la boucle de Langton, il fut nécessaire d'introduire la notion de membrane, les cases rouges sur l'image, délimitant l'extérieur et l'intérieur de la boucle. L'extérieur étant le reste du monde, que la boucle va progressivement coloniser, et l'intérieur contient une série de cases formant un code, qui va donner les instructions nécessaires pour que la boucle se reproduise. Et cette séparation de l'individu du monde extérieur par une membrane, qui protège le code capable de reproduire l'individu, va être très semblable de ce qu'on va retrouver dans toutes les cellules du monde vivant, où on a une membrane cellulaire qui entoure le cytoplasme, l'ADN et l'ARN, dans lequel va être stockée l'information nécessaire au fonctionnement et à la reproduction de nos cellules. Les études menées sur ces boucles autoréplicatrices, sur les automates cellulaires en général, et sur bien d'autres systèmes artificiels plus ou moins aptes à mimer les propriétés du vivant, font partie de ce qu'il est convenu d'appeler la vie artificielle. Ce domaine de recherche, comme nous venons de le présenter, s'intéresse donc à la vie telle qu'elle existe, en cherchant à identifier et reproduire les propriétés fondamentales du vivant. Mais pour atteindre ce but, et pour aller plus loin encore, la vie artificielle essaye aussi de comprendre le vivant tel qu'il pourrait être. Christopher Langton, qui a donné son nom aux boucles que nous venons de vous présenter, fut l'un des premiers à sérieusement étudier ces questions et à défendre ses travaux comme un champ d'études à part entière. C'est lui qui proposa et populariser le terme de vie artificielle pour désigner ce domaine de recherche qu'il définit en 1987 comme l'étude des systèmes artificiels manifestant des comportements typiques des êtres vivants. Et dit autrement, la vie artificielle cherche à étudier le vivant en recréant des entités similaires, des modèles, qui vont partager les mêmes caractéristiques. 1986, c'est assez récent. Mais l'idée de créer des entités artificielles reproduisant les caractéristiques du vivant remonte à bien plus longtemps. On peut même la relier au mécanisme, apparu au XVIIe siècle avec les idées de Descartes et d'autres. Le mécanisme, c'est l'idée que l'univers et les êtres vivants ont un fonctionnement comparable à celui d'une machine. Nous sommes dans un monde déterministe, où les mêmes causes produisent les mêmes conséquences. Les animaux vivant dans le même monde que les machines, Descartes considère qu'il n'y a pas de raison que les uns soient différents des autres. Essayer de créer une machine ressemblant à un être vivant semble une possibilité logique offerte par cette vision du monde. Et en fait, créer des machines ressemblant à des êtres vivants se fait bien avant Descartes. Et au XIIIe siècle déjà, l'ingénieur kurde Al-Jazari fabriquait des automates très complexes. On pourrait même faire remonter la vie artificielle au concept du golem, cette créature issue de la mythologie hébraïque et créée à partir de matière inanimée. Ce lien avec le golem, Lipson et Pollack, deux chercheurs en vie artificielle, l'ont fait, en nommant ainsi leur projet de recherche. L'idée du projet golem, c'est ainsi qu'ils l'ont appelé, c'est de faire évoluer des robots dans un environnement virtuel, puis de le tester dans le monde réel. Faire évoluer des robots nous amène à un autre sujet central en vie artificielle, l'évolution et donc la sélection naturelle. Alors ça vaut la peine de s'arrêter
Il existe de nombreuses définitions de la sélection naturelle, mais l'une des plus connues se résume en 3 propositions et fut proposée par Leontine, je vous avoue que je suis pas tout à fait sûr de comment ça se dit, en 1978. Leontine explique que pour qu'il y ait de la sélection naturelle dans une population d'individus, il faut Des variations morphologiques, physiologiques et ou comportementales parmi ces individus. que ces variations soient héréditaires, c'est-à-dire qu'un individu va ressembler davantage à ses parents qu'un individu non apparent. Et enfin, que ces variations influent sur le nombre de descendants directs et indirects qu'un individu va pouvoir avoir. Ces 3 conditions sont indispensables, et Ingo Reichenberg s'en est inspiré pour créer en 1964 l'une des toutes premières simulations évolutionnistes avec une turbine et une plaque de métal articulée. Ingo Reichenberg positionnait aléatoirement chaque articulation de sa plaque, puis mesurait dans sa turbine sa résistance à l'air. Il testait ainsi de nombreuses configurations aléatoires, puis ne gardait que celles présentant la plus faible résistance. Ensuite, il répétait l'expérience avec des versions aléatoirement légèrement modifiées des meilleures plaques, sélectionnait à nouveau celles présentant la moindre résistance et répétait le processus. Au bout de quelques générations, il obtenait une plaque parfaitement plate, c'est-à-dire une plaque qui présentait la plus faible résistance à l'air possible. Il montrait donc qu'on pouvait réutiliser les principes de la sélection naturelle pour faire de l'optimisation et résoudre des problèmes. Enfin, on ne peut pas parler de l'histoire de la vie artificielle sans mentionner l'un des pères de l'informatique, avec Alan Turing, John von Neumann. John von Neumann a contribué à créer, dans les années 50, les automates cellulaires qu'utilisa plus tard Langton pour ses boucles autoréplicatrices. L'objectif de ce bon vieux John, c'était de construire une machine autoréplicatrice capable de créer des copies d'elle-même de façon complètement autonome. En fait, dès cette époque, von Neumann développait une vision maximaliste de la vie artificielle en affirmant que La vie est un processus pouvant être reproduit sur n'importe quel support. Aujourd'hui, il est courant de diviser la vie artificielle en 3 sous-domaines. Wet, hard et soft. Mouillé, dur et douce. la vie artificielle wet de l'anglais mouillé, et qu'on n'a pas encore évoqué dans les parties précédentes. Elle va remettre au centre de ses méthodes les techniques de biologie traditionnelles, telles que la paillasse, le microscope, la pipette, etc. Ces techniques, on les applique dans le wet lab, le lab du chimiste et du biologiste. Wet, en opposition au laboratoire sec des informaticiens, des mathématiciens et des physiciens théoriques qui ne vont utiliser que le tableau noir, les ordinateurs et les stylos. Et en effet, la vie artificielle wet s'appuie essentiellement sur ce qu'on appelle la biologie de synthèse. L'un des exemples les plus connus en biologie de synthèse, c'est les expériences de Craig Venter, dont le grand projet consiste à créer un être vivant artificiel. Et en 2010, Venter et son équipe ont créé un premier organisme avec un génome entièrement synthétique, fortement inspiré d'une bactérie existante, la Mycoplasma genitalium, et inséré dans une cellule d'une bactérie proche, la Mycoplasma capricolum. Plus récemment, en mars 2016, ils ont créé un génome synthétique comprenant ce qui semble, à l'heure actuelle, être le nombre minimum de gènes permettant d'assurer la survie de l'organisme. Ces recherches sont assez spectaculaires, mais la biologie de synthèse ne se limite pas à cet exemple très médiatique. Ça va en fait de la production de médicaments ou de biocarburants à la création de véritables circuits informatiques biologiques. Et ce genre d'expérience peut nous en apprendre beaucoup sur le fonctionnement du vivant. Et si ça rentre tout à fait dans le projet de recherche de la vie artificielle, les gens qui font ce genre de travaux vont vous dire généralement qu'ils font de la biologie de synthèse, point barre. Et finalement, les interactions sont beaucoup trop rares avec les deux autres formes de vie artificielle. La seconde forme de vie artificielle, c'est la vie artificielle soft. Soft comme software, c'est-à-dire logiciel, qui cherche à recréer la vie via des simulations informatiques. Et en fait, c'est dans cette catégorie que se classent les exemples qu'on a évoqués au début de la vidéo. Très souvent, ces simulations vont réutiliser le principe de la sélection naturelle pour faire évoluer différentes entités virtuelles. Pour vous donner une idée de comment fonctionnent ces simulations, imaginez un jeu vidéo où de petites créatures virtuelles interagissent sans que le joueur n'ait rien à faire. Un monde où ces créatures vont se reproduire, où chacune de leurs actions leur coûtera de l'énergie, une énergie sans laquelle elles mourront, et qu'elles pourront récupérer en mangeant de l'herbe virtuelle ou en chassant d'autres créatures. Et imaginez maintenant que le comportement de chacune de ces créatures soit hérité à la naissance de celui de leurs parents avec quelques modifications aléatoires. Ça signifie que le comportement d'une nouvelle créature va être proche, sans être exactement identique, de celui de ses parents. Variation aléatoire, reproduction, et environnement avec des ressources limitées. Tout est ici réuni pour que l'on puisse observer ces créatures évoluer. Et en effet, dans la simulation que l'on vient de vous décrire, et qui a été réalisée de nombreuses fois et de nombreuses façons, diverses stratégies peuvent apparaître, donnant lieu, par exemple, à des formes de spéciation. Par exemple, on va pouvoir voir certaines lignées de créatures se spécialiser dans la consommation d'herbes virtuelles, optimisant leur déplacement et fuyant quand une autre créature s'approche.
tandis que les créatures d'autres lignées deviennent de véritables prédateurs poursuivant leur proie. Il y a des centaines de simulations de vie artificielle, mais si vous souhaitez tester tout ça vous-même, il y en a une particulièrement simple proposée par Richard Dawkins la même année que son célèbre ouvrage Le gène égoïste, les biomorphes, que vous pouvez tester ici. Non, là. Et enfin, la dernière forme de vie artificielle, la vie artificielle hard. Hard comme dur, mais ici surtout hard comme hardware. Elle se base sur la robotique et est très bien illustrée par cette petite araignée robot qui va s'adapter aux éventuelles pannes. Vous l'imaginez, la vie artificielle hard est bien plus coûteuse que la vie artificielle soft. Les robots sont très chers et les expériences sont souvent bien plus longues à réaliser. Alors pourquoi ne pas se contenter de simulations? Eh bien, il y a un domaine dans lequel les simulations peuvent pas vraiment rivaliser avec le monde réel, c'est intégrer une physique réaliste. En fait, c'est pour ça qu'on va se contenter de simulations telles que les automates cellulaires, où les lois de la physique vont être remplacées par des règles mathématiques très simples. Mais comment faire si le vivant ne peut se développer que dans un environnement trop complexe pour le reproduire sur ordinateur? Les robots et la vie artificielle hard nous permettent de tester cette hypothèse en nous offrant une passerelle entre la simulation simple et le monde réel complexe. Et c'est d'ailleurs dans cette optique qu'avait été lancé le projet Golem que nous avons évoqué un peu plus tôt, où des robots conçus dans une simulation pouvaient être ensuite construits et se déplacer dans le monde réel. Nous l'avons vu, la vie artificielle a plusieurs facettes et emprunte des méthodes variées pour atteindre différents objectifs. Mais là où tous ces objectifs se rejoignent et où elle offre les meilleurs résultats, c'est lorsqu'elle est utilisée pour mieux comprendre la vie. La vie telle qu'on pourrait l'imaginer, dans un ordinateur ou au cœur du soleil, mais avant tout la vie qui nous entoure, la vie organique telle qu'on la connaît. Et si la vie artificielle est une si bonne candidate pour comprendre le vivant, cela vient bien probablement d'une particularité de la biologie elle-même. En effet, la biologie est en grande partie une science expérimentale. On y répète des expériences pour découvrir des lois, des régularités généralisables à différentes espèces, par exemple le fonctionnement de l'ADN. Ces lois nous éclairent sur l'organisation du monde vivant dans son ensemble. Mais ce monde du vivant est le résultat d'une histoire complexe, très sensible au hasard et aux aléas du temps. Cette histoire, c'est l'évolution. Et le hasard y tient une part si importante qu'il a poussé Stephen Jay Gould, un autre grand biologiste contemporain, à écrire « Si l'on pouvait rembobiner le film de l'évolution de la vie jusqu'à ses débuts et recommencer son déroulement à partir d'un même point de départ, il y aurait bien peu de chances pour que quelque chose de semblable à l'intelligence humaine vienne agrémenter la nouvelle version de l'histoire. » Ainsi, pour comprendre notre monde biologique, les expériences ne suffisent pas. Il faut aussi avoir une idée précise de l'ensemble des événements qui ont conduit à ce que nous voyons aujourd'hui. Dans cette optique, la vie artificielle nous offre un bac à sable pour tester à volonté une infinité de scénarios différents. Y a-t-il des événements plus importants que d'autres, essentiels pour permettre à la vie d'émerger? Sous quelles conditions les champignons peuvent-ils apparaître et dans quel canon? Si les premières molécules sur Terre avaient été des cubes de métal aux propriétés diverses, s'attirant et se repoussant pour former de nouvelles structures, le monde serait-il peuplé d'humains de métal doués de conscience? Et finalement, si la vie peut être faite de métal, alors cette simulation sur votre tablette était-elle vivante? Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez laisser un pouce bleu. Attends. Mais le pouce bleu là, tu vas la mettre sur YouTube ta vidéo? Ne pousse pas, on va voir. Bah ouais, je vais la mettre sur YouTube, oui, bien sûr. On va sur YouTube là. Ouais. Là, je peux le faire le truc du pouce bleu et tout là. Bah ouais, vas-y. C'est mon rêve. À YouTube. Donc du coup, comme d'hab, si vous avez aimé la vidéo, vous mettez un pouce bleu. Enfin, rouge, c'est si j'aime pas. Et rouge. Bleu, rouge. Et puis aussi le truc de l'abonnement, là, je vais le faire. Ça. Ouais, bah, clique en bas, on peut mettre un chapeau, ils peuvent cliquer sur le chapeau. Et vous vous abonnez en cliquant là, ou voilà. Hein? Oh putain, trop bien. Coucou maman. Ok, j'en profite. Si le sujet de la vidéo vous a plu, donc la vie artificielle, à Exil, on a un site web avec des podcasts audio entièrement dédiés à ça. Il y a uniquement de la vie artificielle. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, c'est vie-artificielle.com si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, nickel. De toute façon, le lien sera quelque part dans la vidéo, dans les commentaires, voilà, bref, quelque part. Et n'hésitez pas à venir laisser vos commentaires, nous poser des questions, on se fera un plaisir d'y répondre. Et ciao à tous. Cette vidéo a été réalisée dans le cadre de la sortie d'un livre du collectif Le Café des Sciences, qui rassemble des gens faisant de la médiation scientifique, que ce soit sous forme de vidéos, de blogs BD ou d'articles écrits. Le livre en question se nomme La science à contre-pied et il est édité par Belin. Vous y retrouverez parmi les contributeurs, entre autres Thomas de La Tronche en Biais, Pierre de Strange Stuff and Funky Thing, Tania de Bio Tout Compris, Lay de Science for All, Stéphane de La Main Baladeuse, Nicotube de Podcast Science et bien d'autres, pour vous parler de sujets aussi divers que les pouvoirs calmants du métal, les écureuils
tueurs ou l'anarchie chez les fourmis. De notre côté, vous y trouverez un article complémentaire à cette vidéo qui traitera aussi de la vie artificielle, mais certaines contributions des vidéastes prendront des formes plus originales qui vous inviteront par exemple à alterner entre texte et vidéo. Et pour acheter ce livre, il suffit de cliquer sur la couverture qui s'affiche actuellement. Comme d'habitude, vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux qui sont affichés sur le côté.